Sophie, bonjour à vous les frères Buffet, bonjour surtout à toutes et à tous. Bonjour. En ces temps de bonheur, puisque nous avons un nouveau président, nous allons parler de ces coups de théâtre en série, les uns et les autres qui éclatent au fur et à mesure. On y reviendra un petit peu plus tard. On va commencer par le fiasco Le Pen. Oui, alors justement, c'est vous qui allez démarrer. Je vais vous questionner. Merci. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est ici l'autopsie politique de Marine Le Pen, bien qu'elle ne se soit pas encore retirée de la politique. Et ce qui a précédé et ce qui a suivi justement son fiasco télévisuel, parce qu'au-delà de sa très mauvaise prestation, vous pouvez peut-être faire une analyse de ce qu'elle signifie. Nous allons en tout cas essayer. Aujourd'hui, il faut dire qu'on ne tire pas sur les ambulances, mais là c'est pire qu'une ambulance, c'est un corbillard. Nous avons assisté à un suicide politique en direct, je crois qu'on peut le dire, oui. Enfin tout le monde le sait. Ces électeurs, comme ceux de Fillon, au soir même, quelques minutes après la diffusion des résultats du premier tour, se sont sentis trahis par une prestation qui a été calamiteuse, il faut bien le dire. Notons que Madame Le Pen était complètement à côté de la plaque. On avait l'impression d'ailleurs qu'elle était groggy. Elle nous a fait un numéro, alors c'est un peu méchant, c'est un peu dur, mais il y a un peu de ça. Elle nous a fait un numéro de zombie d'ailleurs. Son propre père, je crois, n'a pas eu de mot assez dur pour stigmatiser pour cet échec qui n'était pas prévisible. Et plus dur a été la chute, plus dur a été les espérances qui ont été placées en elle. Alors, faut pas être paranoïaque, il faut pas se demander si comme dans un mauvais film américain, un boxeur de second ordre a reçu l'ordre de se coucher. On ne pense pas, je ne pense pas qu'elle soit tenue. Monsieur Fillon, lui, est peut-être tenu, mais pas elle. Alors, la question se pose de savoir, visait-elle la présidence ? Était-elle un peu, on a toujours reproché ou accusé son père de n'avoir pas eu la volonté d'aller jusqu'au bout, de considérer que l'opposition était beaucoup plus confortable. C'est vrai, c'est un reproche qui pouvait lui être fait, mais là, on sent qu'elle a été au bord de passer la barre et qu'elle est retombée en deçà de la barre. Alors, question subsidiaire, Jean-Marie Le Pen, justement, a pointé du doigt la responsabilité, de son point de vue, de Florian Philippot. Il a dit qu'en fait, c'était à cause de la ligne Philippot que Marine Le Pen a été défaite. Question, est-ce que vous abondez dans le sens de Jean-Marie Le Pen, ou est-ce que vous diriez qu'en réalité, c'est Jean-Marie Le Pen le responsable de ce fiasco, puisque c'est lui qui a imposé Marine Le Pen à la tête du Front National ? Un peu des deux, mon capitaine. Il a fait preuve de népotisme, un népotisme qui n'était pas pire que celui de Fillon d'ailleurs. Il a imposé, alors il y avait d'autres figures. Était-elle plus habilitée? Avait-elle une plus grande étoffe? Je ne sais pas si M. Gollnisch aurait mieux fait, mais c'est vrai que tous ces derniers mois, on l'a vu très peu, on l'a vu juste au lendemain de ce second tour. C'est vrai que M. Le Pen, avec ses saillies, c'est du français, ses pointes d'esprit, un peu elles aussi calamiteuses, à plomber, c'est-à-dire que ses ennemis se sont emparés immédiatement de tout ce qui pouvait faire bois, faire feu et faire flèche, s'en sont emparés pour le retourner contre le Front National. Toujours est-il, et là j'adhère à l'analyse de M. Jérôme Bourbon, d'Henri Varol, ce que je ne cite jamais, mais on peut le faire par exception, qui dit que finalement, si on compare le résultat de Madame Le Pen aux élections régionales, aux élections européennes, finalement sa politique de dédiabolisation ne lui a permis que de gagner un point d'électorat, un point, oui. Plus ou moins un point. Mais en termes d'électeurs, dans l'absolu, c'est pas... Non, alors on peut pinailler, tout ça est schématique, mais n'est pas tout à fait caricatural. Donc la politique de dédiabolisation était-elle bonne? Tout le monde sait que quand on veut faire plaisir à ses ennemis, vos ennemis s'empressent de vous piétiner. C'est une règle absurde, pas absurde, absolue, et qu'avait très bien compris Paul-Marie Couteau.
qui un jour avait eu des écarts. Paul-Marie Couteau, qui est responsable, vous savez, des discours de M. Fillon, de Mme Le Pen. Paul-Marie Couteau. Tout le monde sait le ciel. On voudrait réintroduire ce ciel, ce fameux ciel. On pourrait réintroduire dans une recomposition de droite, et de droite un peu dure avec Marion Maréchal, mais nous y viendrons certainement tout à l'heure. Paul-Marie Couteau m'avait avoué dans un dîner en tête-à-tête que je garde mes distances vis-à-vis de Paul-Marie Couteau. Bien tout honneur. Hein. Tout honneur. M'avait expliqué qu'il avait eu de malheureux écarts de langage au Parlement européen et qu'ensuite il s'était excusé. Mais qu'il avait compris que les excuses ne servaient à rien qu'à l'enfoncer davantage. Donc il vaut mieux dans la vie être soi-même, et si l'on veut que vos ennemis vous respectent, faut leur faire des concessions, mais en tout cas pas seulement. Alors précision, quand on parle d'ennemis, il faut, je l'avais dit la dernière fois, désigner, comme le dit Carl Schmitt, désigner l'ennemi. L'ennemi en question, on va être clair, ce sont les représentants, les soi-disant représentants de la communauté juive en France, c'est-à-dire le CRIF, l'intelligentsia juive. Et on a vu Marine Le Pen se mettre à plat ventre devant eux, depuis un certain nombre d'années, et l'on a vu des gens comme Alain Finkielkraut, le CRIF ou même le ministère des Affaires étrangères en Israël appeler à voter contre Marine Le Pen. D'ailleurs, Alain Finkielkraut a voté pour Emmanuel Macron. Donc effectivement, ça n'a servi strictement à rien. Maintenant, j'aimerais repréciser la question que je vous avais posée précédemment. Allons maintenant dans le fond. Est-ce que vous pensez, comme Jean-Marie Le Pen, que la ligne Philippot, c'est-à-dire sortie de l'Union européenne, sortie de l'euro, et axer une campagne sur les questions économiques, socio-économiques, a été un frein, ou alors est-ce que c'est cette ligne qui a permis quand même au Front National d'atteindre près de 11 millions d'électeurs au second tour? Alors, deux réponses en deux temps. Pour le premier point, vous parlez effectivement du CRIF, mais il faut bien rappeler que le CRIF ne représente pas toute la communauté des juifs français. Je n'ai pas dit des juifs de France, contrairement à eux. On a l'impression que c'est un corps étranger qui est installé là. Des juifs français qui ont la nationalité française et qui sont français parfois depuis 4, 5 ou 6 siècles. Je pense notamment aux Alsaciens. Disons plus largement, tous ceux qui se réclament du camp vétérotestamentaire et qui sont des messianistes. Mais tous les messianistes ne sont pas juifs. Non. Vous avez des judéo-chrétiens américains qui font de la surenchère sur le sionisme, sur le retour, pas le retour, pardonnez-moi, quelle horreur, sur l'arrivée du Messie tant attendu. Et d'ailleurs, M. Finkielkraut, que vous venez de citer, a une épée d'académicien avec une tête de vache. Personne ne s'est interrogé, mais je pense que c'est la vache rousse, pure et sans tache, tout comme la concurrence libérale, pure et sans tache, qui est annonciatrice de l'arrivée du Messie. Bon, alors revenons sur votre deuxième question. Alors, la question c'était, est-ce que, comme Jean-Marie Le Pen, vous pensez que la ligne Philippot est mauvaise ou bonne? C'est pas la personne de M. Philippot. Non, je parle de la ligne. Qui est en cause. M. Philippot est fort talentueux. Il a payé de sa personne, réellement, enfin on peut l'imaginer. Sa ligne pouvait exister, mais elle devait coexister avec une ligne plus dure. Alors c'est pas celle qui était incarnée par Marion Maréchal Le Pen, qui est jeune, mais qui est encore un peu... C'est quoi une ligne plus dure? Une ligne plus dure, c'était la ligne de Jean-Marie Le Pen, par exemple, qui n'a jamais été... Alors, disons-le, puisque vous avez parlé de la communauté juive de France, mais moi je parle des juifs français, comprenons que Jean-Marie Le Pen à plusieurs reprises a montré qu'on pouvait le soupçonner d'antisémitisme. Je ne sais pas s'il est antisémite, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que Jean-Marie Le Pen a toujours été sioniste. Il l'est parce que... Jusqu'à une période récente quand même. Sioniste, mais tout simplement parce qu'il était militaire et qu'il a fait la jonction avec Tsahal, avec l'armée israélienne, sur le canal de Suez, en Égypte. C'était quand, en 56? Oui, 56. C'était en 56. Ce qu'il admirait, ce qu'il a toujours admiré, et sa boutique de musique diffusait des choses tout à fait politiquement correctes, mais entre autres la musique israélienne, parce que à l'époque, on pouvait, à juste titre, penser qu'il s'agissait simplement non d'un messianisme athée, je parle du sionisme, et vous l'avez
largement montré dans plusieurs de vos livres, et également dans ce dernier livre, mais qu'il s'agissait d'un pur nationalisme. Tout le monde n'est pas obligé d'être aussi savant que M. Indy. Donc, monsieur Philippot n'est pas mauvais, au contraire, c'est un atout, mais il n'aurait pas fallu qu'il évince ou qu'il occulte, ou que Marine Le Pen, et là je lui en impute la responsabilité, efface les autres tendances et s'embarque dans une politique d'épuration à tout va, de politiquement correct. On serait cru chez les soviétiques, chez les bolcheviks plutôt, qui voulaient avoir la pureté de la Ligue. Il faut être dans la Ligue. Non, on voit que ça n'a servi à rien. Littéralement, ça n'a servi à rien. Philippot n'est certainement pas acheté aux orties, mais Philippot aurait dû avoir sa juste place dans un juste dispositif. C'est-à-dire que Marine Le Pen n'a pas été capable de jouer un jeu d'équilibrer entre une ligne socio-économique à la Philippot et une ligne un peu plus dure à la Jean-Marie Le Pen, incluant les questions identitaires et les questions de l'immigration, etc. Cher Youssef, on a une main droite et une main gauche. Ouais. Voilà, c'est tout, la main gauche. Et là, Madame Le Pen nous a d'ailleurs peut-être rendu un grand service, comme M. Payon, en nous montrant qu'elle n'avait pas l'étoffe pour être chef d'État. Comme M. Fillon. Qu'ai-je dit? Payon. Comme M. Payon. Lapsus révélateur. Parce qu'on va peut-être avoir M. Payon comme Premier ministre, je ne crois pas. Non. Mais ça aurait pu être un candidat. Là encore, vous avez décrit quels sont ses grands talents et ses grandes ambitions, mais c'est un esthète, M. Payon. Il a plutôt, comme M. Ruffin, qui est à l'Académie française, ce sont des jouisseurs intellectuels et esthètes. Il appartient à une certaine catégorie d'individus. Voilà. Alors, peut-être peut-on dire, Youssef, un mot, si vous en êtes d'accord, sur la méthode qui a présidé à ce débat. Alors, on accuse aujourd'hui l'entourage, les conseillers, oui, ça on peut le faire, C'était nul. Sur l'immigration, on dit, mais vous ne voulez pas d'immigrer? Je vous donne un exemple. Mais il fallait répondre, mais monsieur Macron, le Japon, alors Macron a fait le Japon, quoi le Japon? Le Japon, cette année, il a admis 15 immigrés dans son pays. 15. Mais c'est pas 15 000, c'est 15. Vous voulez faire des économies, monsieur Macron? Eh bien écoutez, sur les 200 000 immigrés officiels qui entrent chaque année en France, effectivement c'est ce que préconise le Front National, on en garde 15 000, mais c'est en fonction des places disponibles, comme dit Radio France, pour les concerts, pour les émissions, en fonction des places disponibles et des besoins. Nous ne sommes en aucun cas contre l'immigration, et là on réalise entre 50 et 100 milliards d'économies. Voilà, et puis on en restait là sur le débat économique, alors que c'est andouille de Mme Le Pen, c'est peu respectueux, mais enfin bon. Elle nous a tellement déçus, et de façon à ce point impardonnable qu'on peut presque autoriser à tout dire. Il fallait pas aller sur le terrain de M. Macron, qui était son terrain de prédilection. Je vais vous citer un petit proverbe anglais, plutôt, c'est pas un proverbe, un petit dicton anglais. Don't argue with imbeciles, they will drag you down to their level and beat you there with experience. Traduction, n'argumentez pas avec les imbéciles, ils vous feront descendre à leur niveau et vous battront grâce à leur expérience. Il ne fallait pas aller sur le terrain de Macron. Je vous dis, il fallait dire à M. Macron, moi j'ai un programme simple, on refait ce qu'a fait M. Sarkozy, ça aurait bien emmerdé Macron, c'est-à-dire qu'on défiscalise les heures supplémentaires, par exemple, on allège considérablement ceux qui créent de l'emploi, c'est-à-dire les PME, les PMI, commerçants et artisans et autres. Et puis voilà, Monsieur Macron, il fallait lui rappeler, mais Monsieur Macron, vous n'avez pas de programme, vous l'avez dit. Ce qu'il faut, c'est avoir une vision. Moi, Monsieur Macron, pour la France, j'ai une vision. Voilà ce qu'il fallait dire. Il fallait surtout pas s'embarquer à développer un catalogue de la Redoute. Non, catalogue de la Redoute des mesures économiques, c'est un ridicule. Domaine qu'elle ne maîtrise pas d'ailleurs. Au contraire de Philippot, qui maîtrise quand même ces questions mieux qu'elle. Ce n'est pas un spécialiste,
Mais mieux. Merci à Paul-Marie Couteau d'avoir présenté M. Philippot. C'est la même petite famille, d'avoir présenté M. Philippot à Mme Le Pen. Ceci dit, beaucoup vont vouloir débarquer Philippot maintenant. Oui. Est-ce lui véritablement le responsable? La question On va y venir. On va y venir. J'aurai l'occasion d'y venir. Bon, alors, faut-il le regretter, non? Regretter qui? Madame Le Pen. Non, je pense pas, non. Elle aurait de toute façon pas eu... elle nous a montré, comme M. Fillon, qu'elle n'avait pas la colonne vertébrale. Et M. Soral a eu des mots assez durs sur la féminité de Madame Le Pen. Alors, ce que j'ai dit... donc déjà, avant le débat, j'avais dit ici avec vous que Marine Le Pen était trop molle, beaucoup trop molle. C'était très bien vu. C'était parfaitement bien vu. Et après le débat, j'ai dit que Marine Le Pen a fait passer en une soirée le Front National d'un parti d'opposition capable justement de prétendre au pouvoir à un parti de protestation, de contestation. Et je disais, j'avais été un peu brutal peut-être, mais je le pense, elle a fait perdre 20 à 30 ans au Front National. Et c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que c'est pas justement Jean-Marie Le Pen qui est le premier responsable de ce naufrage? Parce que Marine Le Pen est incompétente. C'est apparu. Oui, mais elle est la fille de son père, telle fille, tel père. Monsieur Le Pen, je me souviens de gens un peu durs, mais un peu lucides, qui n'étaient pas des super intellectuels, qui nous disaient que Monsieur Le Pen avait mis la droite nationale sur une voie de garage. C'est vrai qu'il a su rassembler, c'est vrai qu'il a su fédérer, mais pourquoi en faire? Pourquoi en faire? Puisque nous l'avons évoqué tout à l'heure, il n'avait peut-être pas l'ambition réelle, la volonté réelle d'assurer le pouvoir, d'assumer les responsabilités du pouvoir, étant donné qu'il est beaucoup plus confortable d'être dans l'opposition. J'ai entendu un commentateur, je ne sais plus qui, j'en ai entendu tellement, que commentateur central du système qui disait que nous devons être reconnaissants à Jean-Marie Le Pen d'avoir su ramener des éléments de la collaboration de l'Algérie française, de l'OAS, vers l'arc républicain en fait. A posteriori, les tenants du système remercient Jean-Marie Le Pen d'avoir pu canaliser et neutraliser ces forces maléfiques, entre guillemets, et anti-républicaines. Alors, ce que vous soulignez un point très, très important, Youssef Indy, à savoir que je crois que ce n'est pas habituel chez moi de citer De Gaulle, et peut-être encore un tout petit peu moins Mitterrand, mais je pense que les deux hommes, Mitterrand étant l'anti-De Gaulle, mais en fait étant son miroir, avaient bien compris qu'il fallait mettre la fin à la guerre civile qui opposait les Français. Qu'il était temps non pas de réconcilier tous les Français, mais de mettre un terme. Il y a d'ailleurs des lois d'amnistie qui ont été prononcées juste au lendemain de la guerre, qu'il serait temps que les Français tirent un trait, ouvrent une page blanche de leur histoire. Mais de toute évidence, garder cette dimension mémorielle permanente, chronique, entretenir au fond la plaie, est utile à certains. Au lieu de réconcilier les Français, de les rassembler dans un projet collectif, il vaut mieux entretenir les purulentes, les vieilles plaies. Et je crois que c'est dommage. Et c'est vrai que Le Pen avait su rassembler des hommes et des femmes qui étaient tout autant des patriotes que des nationalitaires, je n'ai pas dit des nationalistes, des nationalitaires, et qui avaient envie d'aller de l'avant. Hein, justement de remettre la France en marche, pas au sens macronien, peut-être au sens révolutionnaire, au sens républicain. C'était l'un des slogans de la France pétainiste, la France en marche. Et on sait que M. Mitterrand s'était inspiré pour l'image, sa force tranquille, avec son visage et le clocher sur fond de ciel azuréen, s'était inspiré de la propagande pétainiste, vichiste. Eh bien, monsieur Macron, qui marche dans les pas de M. Hollande,
Et donc de M. Mitterrand. Et donc de M. Mitterrand. Lui a voulu mettre la France en marche, mais les Français seront bien surpris de découvrir cette référence à la France de Vichy, mais qui était une France productive, productrice. C'était une France qui était agricole. On voit un semeur qui sème dans un champ labouré, alors que maintenant, avec M. Macron, c'est la teuf. Oui, c'est ça. Petite rectification, je me souviens de qui a fait ce commentaire-là en remerciant Jean-Marie Le Pen. En fait, c'est pas un commentateur du système, c'est Thierry Messant que j'ai écouté il y a quelques jours et remercier en fait Jean-Marie Le Pen pour son action, c'est-à-dire ramener dans l'arc républicain, le champ républicain, toutes ses forces. Dans le même temps, il établit le plan d'une révolution nationale en 3 volets, travail, famille, patrie. Le secrétariat général à l'information est chargé d'en faire la promotion. Une trentaine de producteurs reçoivent commande pour des documentaires dits d'intérêt national. Les établissements VK éditeront 62 numéros de La France en marche, qui traduit en images l'idéologie de Vichy. Premier volet, le travail. Maintenant, pour ce qui est de Macron, là, ça va nous permettre de faire la transition. Qu'est-ce que signifie l'élection de Macron et vers quel abîme se dirige la France? Alors, Youssef, je vais vous donner la parole sur Macron. Juste un dernier mot sur Le Pen, mais ça crée la jonction. On sait que M. Hollande, et on parle de M. Le Drian, ministre de la Défense, comme futur Premier ministre, pourquoi pas? Si ce n'est pas M. Payan, si ce n'est pas ce sera pas M. Villepin, encore moins M. Le Maire. On vient d'envoyer pour des manœuvres conjointes Nippo c'est la japonaise, Nippo américano-anglo-française, notre fameux bâtiment amiral qui est le porte-hélicoptère Mistral. Espérons que M. Macron ne va pas nous embarquer dans un nouveau conflit, une nouvelle guerre. La boucle étant bouclée, souvenez-vous qu'on a inauguré la guerre froide par la guerre de Corée. Il y avait un corps expéditionnaire français, avant même la guerre d'Indochine. Nous avons, contrairement à ce que disent tous les... Alors là, il faut le dire, pour les ignorants et les imbéciles, qui sont parfois les deux mêmes, on n'a pas cessé d'être en guerre depuis 1945. On est en guerre tout le temps, partout et tout le temps. Alors bien sûr, c'est pas ici à Paris, c'est pas à Dijon ou à Rennes, mais nous sommes en guerre, tous les champs de bataille périphériques, et l'Europe, qui soi-disant a apporté la paix, a démarré, il faut bien le rappeler, l'Europe a démarré en 92 avec les guerres balkaniques, guerre de Bosnie, et autres, qui sont achevés en 99 avec l'écrasement de la Yougoslavie, sans mandat des Nations Unies, et c'était M. Jospin, socialiste, qui avait lancé cette guerre, sans même consulter à l'époque le Parlement. Rappelons-le à nouveau, donc quand on nous dit l'Europe c'est la paix, c'est faux. Les guerres des Balkans ont démarré au lendemain de la signature du traité de Maastricht. Ouais. Et c'est le traité de Maastricht qui a rendu possible ces guerres. Bon, arrêtons d'écouter les... Oui, il faut le dire, arrêtons d'écouter les conneries qu'on nous débite à longueur de temps. Les médias, ces grands médias que les Français regardent à raison de, paraît-il, de 3h46 quotidiennement, nous promènent, ils nous hypnotisent, ils nous endorment, mais ça nous le savons. Arrêtons, essayons de revenir à penser par nous-mêmes. Alors, un dernier mot petit sur Marine Le Pen, et je vais vous passer la parole sur Macron, parce que vous êtes plus compétent que moi. Merci Marine, c'est ce que je disais tout à l'heure, de s'être plantée, parce que comme M. Fillon, elle nous a démontré qu'elle n'avait pas la stature des responsabilités, surtout si on doit assumer un conflit majeur. Alors, je ne sais pas si M. Macron l'a, mais M. Macron, lui, n'existe pas. M. Macron n'est qu'un ectoplasme, n'est qu'un hologramme transparent qui répond. Les injonctions viennent de New York, peut-être de Washington, mais surtout de Bruxelles. Voilà. Donc, et puis au moins, lui ne sera pas contesté immédiatement, bien qu'il l'ait été en fait. Dès le jour de son élection, il y avait des contestations dans la rue. Oui. Revenons aux images du CRS enflammé le jour du 1er mai, c'est peut-être la répétition de ce qui va nous arriver, parce qu'il y a beaucoup de mélanchoniens qui sont en rogne, qui ne sont pas contents, et ils vont peut-être, mais pas seulement des mélanchoniens, ils vont peut-être le faire savoir. Donc, s'il y a un conflit en Asie, ce qu'à Dieu ne plaise, M. Macron sera beaucoup plus à même de se démerder,
avec cette nouvelle conflagration, en espérant qu'elle soit très limitée et confinée. Oui, on marche, ça marche. Avant le second tour, et quelques heures avant le débat d'entre-deux tours, j'avais dit qu'il valait mieux que Marine Le Pen perde les élections et que ce soit Macron qui gagne, pour que lui et l'oligarchie qui pilote, que tout le sang des innocents retombe sur eux, pour reprendre une expression qu'on trouve dans les évangiles. Ceux qui les connaissent seront... Et dans le Coran, non, pas vraiment. Pas sous cette forme-là. Mais... Bref, donc je disais qu'il valait mieux, dans cette période de troubles économiques, politiques, et de fragilité institutionnelle de la République française et de l'Union européenne, que ce soit Macron et son équipe qui soient au pouvoir, afin qu'ils assument la responsabilité de la catastrophe. Macron est là pour faire quoi? Il est là pour achever la domination de la finance sur la France et de tous les lobbies connexes de la globalisation. Il est là pour achever l'intégration dans l'Union européenne de la France. D'ailleurs, le 8 mai, le 9 mai, je voyais dehors, tous les bus avaient des drapeaux européens. Je n'ai vu qu'un seul bus avec un drapeau français. Le soir de sa victoire, il a fait un discours qui a suivi l'hymne européen. Donc il s'agit véritablement d'achever cette intégration dans l'Union européenne qui avait, il me semble, été pas freinée mais mise en pause pendant le quinquennat de Hollande. Mais l'intégration européenne, en fait, c'est la mondialisation. Bien sûr, parce que la construction européenne est une construction américaine. Il y a des documents désarchivés qui ont été analysés et publiés par... Ambrose Pritchard, qui est un grand reporter britannique, a écrit un article sur cette question en 2000 ou 2001. Bref, donc c'est un projet américain. L'Union européenne, l'Union européenne est le pendant politique de l'OTAN. L'OTAN est une organisation militaire géopolitique qui vise à contenir la Russie et maintenir l'Europe dans une domination américaine. En tout cas, une dépendance forte. Et l'Union européenne est là pour maintenir l'Europe dans une soumission politique et économique. Reprenons, Youssef, ce mot qui est aujourd'hui oublié, qui a été perdu avec la chute du mur de Berlin, de satellisation. Oui. On va dire que nous ne sommes plus qu'une dépendance. Monsieur Le Pen parlait de 51e, plutôt que 51e, c'est la Palestine. Le 51e État. Là, nous pouvons parler de 52e État des États-Unis. Nous ne sommes plus qu'une province. Oui. Donc, Macron a parlé de la création d'un gouvernement européen, mais ça c'est dans les cartons depuis des années. Il a surtout parlé d'un ministère de l'économie européen, c'est-à-dire achever le transfert de souveraineté de l'État français vers le Politburo de Bruxelles. Maintenant, si on veut faire de la prospective, pourquoi est-ce que je pense que Macron ne terminera pas son mandat comme je l'ai déjà dit? Ce transfert de souveraineté finale peut entraîner une rupture, ça peut casser, parce que la fragilité de l'euro, la fragilité de l'Union européenne... Et le clivage social entre les jeunes urbains, les fameux bobos, les voteurs de Macron, et puis la France périphérique, très bien, rurale, la province, qui aujourd'hui a d'autres préoccupations et d'autres intérêts. J'avais dans un article après le Brexit parlé de cette, de ce... C'est bien de dire la France périphérique, et non pas, comme veulent nous faire croire, la France d'en bas. Oui. C'est la France périphérique. J'avais parlé d'un saut qualitatif, pour reprendre le concept de Karl Marx, qui est en fait un concept qui vient du messianisme juif et qui a été laïcisé par Karl Marx. Mais je vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Hegel arrive bien après, bien sûr, le messianisme juif. Et en fait, ce transfert de pouvoir peut amener à une rupture qui peut entraîner un chaos économique et social. Et c'est là que l'oligarchie peut faire passer justement la France d'un État avec ce qui lui reste de souveraineté à une dilution totale dans l'Union européenne. Et donc va s'ouvrir une fenêtre. Cette fenêtre-là,
que j'appelle donc ce fameux saut qualitatif qui permettra de passer à l'étape supérieure, pourra permettre aux souverainistes français, s'il en reste, mais vu leur inconséquence, je ne pense pas qu'ils profiteront de cette fenêtre. Il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir et l'on nous dira que cela n'a pas fonctionné, l'intégration économique n'a pas fonctionné, l'euro n'a pas fonctionné parce que nous ne sommes pas allés justement assez loin dans l'intégration comme l'Union soviétique. C'est ce qu'on a dit pour le socialisme, c'est ce qu'on dit pour l'analphabétisation de nos écoles. Plus on a d'analphabètes, on dit parce qu'il faut plus d'argent, plus d'enseignants, de mieux en mieux formés, mais ils ont toujours été très bien formés, nos enseignants. Mais donc on fait de la surenchère dans le mal, ce que les confucianistes n'aimaient pas du tout, parce qu'il faut savoir aussi rompre. Mais là, il faut espérer que le ciel vous entende et que... Parce que, pourquoi je dis social et économique? Parce que, avec ces ordonnances là qu'il va faire passer, il va défoncer... C'est pire que le 49. Oui, bien sûr, il va défoncer qui sont encore démocratiques. Détruire le code du travail, alourdir les charges sociales. C'est pour ça que je dis qu'il va y avoir un point de rupture. Et ce point de rupture signifie soit l'effondrement de ce régime avec l'oligarchie qui le pilote, soit le transfert terminal de la souveraineté vers le bureau de Bruxelles. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça est bel et bon. Nous espérons que vous avez raison, mais vous l'avez bien dit, on l'a dit tout à l'heure, 3h46 quotidiennes devant la télévision. La France, Je suis Charlie, il y avait 4 millions dans la rue. Là, il y a un tiers de 20%, un tiers de l'électorat français qui a voté Macron. Alors, faut dire, vous allez nous développer ça. Ils ont voté Macron parce qu'on leur a enjoint de voter contre le fascisme et la démocratie. Ça marche toujours. C'est ça qui est extraordinaire. Le Pen représentant le repoussoir absolu. Mais est-ce que si le Front National se disloque, parce qu'il y a des chances qu'il arrive à se disloquer, est-ce que ça marchera? Ne va-t-on pas, je vous pose des questions, vous allez y répondre, ne va-t-on pas découvrir que le véritable fascisme, c'était Macron et non pas Le Pen? Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut analyser les chiffres, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais seulement 15% de l'électorat d'Emmanuel Macron a voté pour Emmanuel Macron et son programme. Sans l'avoir lu. Ça représente à peu près combien en voix, en nombre de voix, de suffrages exprimés plutôt? Alors, il faudrait calculer combien il a fait exactement de suffrages. Je pense le double de Marine Le Pen, donc à peu près 20 millions. 20 millions, vous divisez par 10, voilà. Donc ça nous ramène à peut-être 3 millions en gros, hein, je fais rapide. En gros, 3 millions de personnes. Donc il y a à peu près 3 millions de personnes. Nos auditeurs nous corrigeront. Voilà, 3 millions de personnes environ qui ont voté véritablement pour Emmanuel Macron et son programme. Tout le reste a voté contre Marine Le Pen. Voilà. Donc, comme je le disais avant le second tour, je disais bien que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron qui gagnent l'élection, ils n'auront pas d'assises sociologiques et politiques suffisamment élargies pour mener une politique stable. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron, je pense, aura du mal à terminer son mandat. Maintenant, par rapport au Front National, ce vers quoi se dirige le Front National, je pense, est un éclatement. Mais en fait, c'est un éclatement qu'il faut mettre dans une perspective plus large, qui est la crise, j'en ai parlé avant l'élection, la crise du jeu des partis politiques. Pourquoi est-ce que les partis politiques connaissent une crise majeure aujourd'hui? Pourquoi ils sont en voie d'explosion les uns après les autres? C'est parce que après la crise religieuse que la France et l'Europe a connue, nous sommes entrés dans la phase terminale des idéologies modernes. Et en fait, il n'y a plus de charpente religieuse ou idéologique spirituelle, oui, pour maintenir une cohésion sociale, anthropologique et même politique. Appelons ça un consensus collectif, un véritable consensus. Et des partis politiques. Donc avec la disparition de ces idéologies modernes, qui sous-tendent bien sûr les partis politiques, ces partis sont en train d'imploser. Donc nous n'avons plus des uns après les autres. Nous n'avons plus des partis politiques, nous avons des sous-partis qui se partagent des idées et non plus des idéologies.
Et dans ce cadre-là, on peut comprendre... Mais même pas des idéaux. Oui, oui c'est des idées. Et là, on peut comprendre pourquoi est-ce que même le Front National... Le universel, le tirage au sort... Même le Front National ne survivra pas à cette crise des idéologies. Donc, à cet éclatement. Vers quoi on se dirige? On voit la rupture nette au Front National. On voit la ligne qui est pointée du doigt, par exemple, par Jean-Marie Le Pen et d'autres, Robert Ménard et d'autres, c'est-à-dire il pointe du doigt la ligne de Philippot, qui est en gros gauche-chevènementiste et républicaine, sur une ligne socio-économique de gauche. Et il y a d'autre part la ligne sociétale, c'est-à-dire la permissivité. Oui. Et il y a d'autre part la ligne identitaire, on va dire anti-immigration, anti-islam, et la création donc d'un sous-parti de droite ou d'extrême droite qui va se regrouper autour de ces petites idées, c'est-à-dire anti-immigration, anti-islam, et c'est ce qu'appelle d'ailleurs de ses voeux depuis longtemps Éric Zemmour, et il demande à l'UMP, qui est devenu les Républicains, il veut des partis communautaristes en quelque sorte, de s'allier avec ce Front National identitaire et de faire à l'extrême droite, au Front National, ce que Mitterrand a fait au Parti communiste, c'est-à-dire le plumer. Mais dans le cadre actuel... Plumons la volaille communiste. Voilà. Dans le cadre actuel, ce qu'on va avoir, donc, ça va être la subdivision du Front National avec la ligne Philippot qui peut-être s'alliera avec Nicolas Dupont-Aignan pour créer peut-être un nouveau parti, et un parti identitaire néoconservateur, ce qu'appelle de ses voeux en fait Éric Zemmour, et avec le retour de Marion Maréchal Le Pen qui n'a certainement quitté la politique que temporairement pour revenir dans une sorte de parti. Alors, je conclus. Ce que je veux expliquer, faire bien comprendre, c'est que dans ce contexte d'éclatement des idéologies, on va avoir un parti identitaire qui, en fait, comme le Front National, in fine, n'aura fait ou ne fera que neutraliser une partie de la population française comme le fait l'extrême gauche et aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Mais ça peut être une stratégie politique de la part de cette gauche qui n'a pas su exercer le pouvoir mais qui sait très bien défendre ses positions. Et d'une certaine manière, le futur parti identitaire néoconservateur jouera à la droite ou à l'extrême droite le même jeu que joue l'extrême gauche. Youssef, merci pour cet exercice de prospective qui n'est pas neutre et qui n'est loin d'être nul évidemment. Je voudrais qu'on revienne de façon plus factuelle sur la personnalité de Macron et son ascension fulgurante. C'est une véritable histoire de fou, parce qu'il est bien clair que Macron n'est pas Bonaparte. Il n'a pas été pas sur le pont d'Arcole, il n'a pas remporté d'éclatantes victoires, ce n'est pas un grand stratège, c'est quelqu'un qui a bénéficié d'une campagne à hauteur de 60 ou 80 millions d'euros. Donc, parlez-nous un peu de Macron, l'individu. Alors moi je suis pas trop sur les individus, on va vous aider. Mais ce qu'on sait, alors remontons l'histoire récente. En 2014, août 2014, Jacques Attali dit à la télévision qu'il est fier d'avoir lancé Emmanuel Macron, d'être quelque part son parrain. Il a dit qu'il serait un jour président de la République. Alors c'était un parfait inconnu en 2014, au départ il était au cabinet de l'Élysée, puis il est devenu ministre de l'économie et des finances, ça on le sait, et donc on sait que c'est Alain Minc et Jacques Attali qui ont lancé au départ Emmanuel Macron, c'est Alain Minc au départ qui l'a présenté à Rothschild, donc il s'est retrouvé à la banque Rothschild, et c'est donc, si j'ai bien suivi l'histoire, c'est Jacques Attali qui l'a fait entrer en politique et qui annonçait dès 2014 qu'il serait le futur président. À partir de l'année dernière, il lance, donc il y a un an, il lance son mouvement En Marche, sans aucun militant, une création totalement artificielle. 60 à 80 millions d'euros pour sa campagne. En 2016, qu'on a trouvé dans le pas d'un cheval, comme on disait autrefois. En 2016, comme on l'a déjà rapporté, il a fait 70 unes de magazines et de journaux.
Il a fait l'objet de dizaines de milliers d'articles, donc une promotion. Alors, on peut parler, Youssef, de bombardement médiatique. Du point de vue, là, il y aurait un thème de réflexion que nous ne conduirons pas aujourd'hui, sur la puissance de feu des médias, sur le contrôle des médias, sur le cartel médiatique qui a réussi à nous imposer un homme qui était parfaitement inconnu des Français il y a encore un an. On est dans ce que je n'aime pas de bord, pas spécialement. Vous savez, le pape du situationnisme. Nous sommes dans l'acmé de la société du spectacle. Oui. Alors, a-t-on atteint un sommet indépassable? Les Français vont-ils tout d'un coup se réveiller? Mais l'affaire de Je suis Charlie, c'était 4 millions de personnes dans la rue, et il devait y en avoir beaucoup plus, c'était il y a 2 ans, 3 ans. 2015, donc c'est moins vieux que ça. Vous voyez, les années passant tellement vite. Comment peut-on... Il est clair que Macron a un talent, c'est un vendeur né. J'ai dit ici que c'était un mauvais acteur, qui sonnait faux, mais je suis pas le seul à l'avoir remarqué, qu'on n'y croyait pas trop, qu'il avait certainement une personnalité un peu entachée de sociopathie, c'est-à-dire un peu schizoïde. C'est donc un vendeur né. Hein, je vous apporte ces éléments pour que vous réagissiez. Et chose extrêmement intéressante, c'est l'homme du ni-ni. C'est l'homme ni à gauche ni à droite. J'ai noté ici que l'impératif de voter Macron au deuxième tour ne requérait aucune véritable adhésion. Ni oui, ni non. George Orwell, le grand George Orwell, qui avait publié 1984, l'année de sa mort d'ailleurs, à travers la novlangue, avait bien vu que la double pensée, ce qu'on appelle aussi la double contrainte, pensée antagoniste, antinomique, est destinée à empêcher la représentation véritablement d'une chose. Donc nous avons en Macron une sorte d'hologramme, cet hologramme qui interdit tout véritable jugement, qui entraîne une indifférenciation des éléments de la réalité. Hein, là on fait un tout petit peu de philosophie, mais vous allez réagir. Le pouvoir séparateur, discriminant, différenciateur du langage est annihilé par le caractère englobant et l'indifférenciation de l'image. Et j'avais conclu dans mon petit topo, il y a du Cahuzac dans cet homme-là. Alors... on va parvenir sur le compte aux Bahamas, bien que nous pourrons évoquer tout à l'heure le Macron Leaks. 9 gigaoctets d'informations qui ont été diffusées. Alors sont-elles vraies, sont-elles fausses, sont-elles entachées d'erreurs? Nous ne le saurons pas immédiatement. Réagissez s'il vous plaît, Youssef, sur la personnalité de Macron. Alors pour moi, Emmanuel Macron est, même sur le plan historique, la synthèse du libéralisme libertaire, libéralisme économique, libertarisme sociétal. Et je le disais lors de la précédente émission, entre les deux tours, je disais que Macron est la résultante de la fusion idéologique de la gauche et de la droite qui a démarré dans les années 70. C'est-à-dire c'est plutôt la droite qui a basculé vers la gauche qui est en fait l'héritière de la philosophie des Lumières, donc de la conception libérale de la politique, de l'économie, mais aussi in fine des mœurs avec mai 68. Et en fait, on voit derrière Emmanuel Macron la conjonction de tous les lobbies mondialistes, c'est-à-dire la finance, certainement une partie de la maçonnerie, le lobby gay, en particulier le lobby gay qui est très présent, parce que dans son équipe de campagne, ce qui apparaît... Monsieur Pierre Berger, hein, déjà. Oui, et pour ne pas dire plus, hein, je m'arrête au lobby gay, parce que l'homme qui est pour la vente des ventres. Oui, alors donc Emmanuel Macron est le candidat de l'oligarchie par excellence. Et ce qu'on peut espérer, c'est que ce processus de fusion va se terminer par une implosion. Parce que, comme je le disais précédemment, la politique d'Emmanuel Macron va amener le tissu social français vers son point de rupture. Et la chance que ça pourra offrir avec ce point de rupture, c'est l'effondrement de ce système. Parce que aujourd'hui, comme je le disais précédemment, dans la précédente émission... Indy, je vous soupçonne d'être optimiste. Oui, mais il faut
il faut dans un contexte catastrophique voir les lueurs d'espoir et faire de la prospective, parce que ce qui manque... Le principe d'espérance est fondamentalement chrétien. Oui, et puis en politique, le désespoir est un péché. Je crois que c'est Charles Maurras qui disait ça. Donc, et le gros avantage que présente Macron, c'est que il est totalement transparent et l'on voit immédiatement derrière lui, comme je l'avais dit, l'ombre de l'oligarchie. Ce qui signifie que lorsqu'ils mèneront la France à son point de rupture, il sera beaucoup plus aisé, déjà à partir de maintenant, pour nous, de désigner l'ennemi principal. Alors pour critiquer la droite nationale identitaire qui veut son petit parti microscopique, réunissant, des thématiques identitaires, anti-immigrationnistes, etc. Je dis qu'il faut aller beaucoup plus loin, avoir une vision plus large, comme dirait Carson, savoir désigner l'ennemi principal, qui est la cause première de ce dont se plaignent aujourd'hui ce qu'on appelle les nations françaises. On ne peut pas soigner le mal si on ne l'a pas nommé. Oui. Et le mal, il faut toujours aller le chercher à la racine. Maintenant, pour mettre en œuvre de nouvelles politiques, Youssef, il faudrait avoir des hommes qui aient la stature. Où sont-ils? C'est pas M. Philippot. Aussi intelligent et talentueux soit-il, indépendamment de ses adhérences, de ses adhésions, qui ne sont pas forcément les nôtres. Ensemble, ça marche. Je note, d'entrée de jeu, que les bulles n'en finissent pas d'éclater. Hein. Alors les individus, on a vu ce jeu de quilles extraordinaire. D'abord Juppé, puis Valls, dégagés l'un et l'autre lors des primaires. Fillon, maintenant Le Pen. Les formations politiques qui se dissolvent, là aussi, le Parti Socialiste, les Républicains, le FN qui bien sûr, l'implosion avec le départ de Madame Maréchal Le Pen, de Madame Le Pen Marion, on va dire. En attendant, éventuellement, et là c'est votre propos, le blocage, l'obstacle qui pourrait faire trébucher Macron. Macron qui n'est pas quand même d'une épaisseur remarquable, bien qu'il sera formidablement secondé. On l'a dit, à Bruxelles, à New York, partout. Aussi bien non pas par Madame Theresa May, je ne crois pas, mais par Jean-Paul Juncker, par tout le monde. Tout le monde va le soutenir. Il suffit de voir quelles ont été les chaudes félicitations qui sont arrivées dans les premières heures de son élection, de la confirmation de son élection. Notons aussi, je reviens sur Valls, dont l'investiture a été rejetée par Macron. Quel camouflet. C'est assez jouissif, faut quand même le dire. C'est assez jouissif, avec menace d'expulsion du PS. Là aussi, ça manque pas de sel, par le trotskiste Cambadélis, qui est, je mets entre guillemets, qu'on m'accuse pas de mauvaise pensée, qui est un repris de justice, condamné dans la sinistre affaire de l'AMNEF. Des gens qui s'en sont fichus plein les poches avec la mutuelle des étudiants. Monsieur Strauss-Kahn était impliqué aussi, mais ça, qui s'en souvient, qui s'en rappelle et qui le remettra au goût du jour. Tout ça est à mettre au regard, d'ailleurs, il se passe beaucoup de choses à travers le monde, au regard du limogeage, mais là on va passer là-dessus, du patron du FBI, du jamais vu depuis 1993, Nixon et l'affaire du Watergate. Alors, les choses vont-elles consolider Trump ou vont-elles se retourner contre lui? Faut patienter. Faut patienter, oui, il a wait and see, comme disent les Anglais, attendre et voir. Le Front National, c'est quand même, là aussi, un coup de théâtre, la désertion, je sais pas comment dire, des défections de Marion Maréchal Le Pen, qui intervient au plus mauvais moment, à la veille des élections législatives. C'est vrai que ça peut apparaître comme une désertion, il n'y a pas de doute. Le PCF, le Parti communiste français, qui avait déjà disparu, qui avait renoncé lui-même à la dictature du prolétariat, ce que n'ont pas fait les 3 candidats trotskistes qui se sont présentés. Madame Artaud, Monsieur Poutou et Monsieur Mélenchon. Personne n'a dit qu'ils renonçaient à la dictature du prolétariat. Je vous renvoie à essayer de savoir ce qu'est un peu la dictature du prolétariat. La terreur en 1793 était une plaisanterie à côté de cette fameuse dictature prolétarienne. Mais ça, on ne l'enseigne pas au lycée, bien entendu, et plus personne ne le sait ou ne veut le savoir. Le PCF qui, avec 3% des voix,
pas la dernière législature, mais jusqu'à une époque très récente, au début du XXIe siècle, avait un groupe parlementaire à l'Assemblée avec 3% des voix, alors que le Front National, avec 4 ou 5 millions, n'avait aucun député. Jusqu'à la dernière fois où il y en a eu 3, enfin, ou assimilés, ce qui était... Et j'ai entendu Monsieur Pascal Perrineau sur LCI nous expliquer qu'il serait bien quand même démocratiquement qu'ils aient une représentation un peu supérieure à celle qui est, avec 10 millions de voix, qu'ils aient un peu supérieure. Donc Monsieur Perrineau, on l'a bien compris, veut 4 ou 5 députés Front National à l'Assemblée, c'est ça qu'ils appellent la démocratie. Il va falloir comprendre que pour une fois pour toutes, que la démocratie que l'on nous vend n'est pas celle qui serait souhaitable d'avoir. Alors, dernier mot, et là j'attends vos réactions, le socialisme est mort. Là, nous sommes à un grand tournant, puisque c'est le globalisme contre, non pas l'identité, mais le patriotisme nationalitaire, enfin aussi le souverainisme, on va appeler ça le souverainisme. Madame Le Pen étant une social-souverainiste. Donc le socialisme disparaît, s'efface pour devenir du progressisme. Ça, je crois qu'on est la grande rupture de M. Macron, et c'est pas rien, c'est le passage du socialisme au progressisme, qui devient, de même qu'il y a eu au moment de la chute du Berlin et un peu avant, les soviétiques étaient passés du communisme à la social-démocratie. J'en témoigne personnellement, puisque j'ai entendu des personnages fort importants m'en parler à cette époque-là. Alors, c'est la traduction de mon propos de départ, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre la crise terminale des idéologies modernes. Et le socialisme fait partie de ces idéologies modernes. J'en avais déjà parlé précédemment, même dans mon dernier ouvrage. Il s'agit de la fin d'un processus de longue durée qui d'abord a commencé par la décomposition du catholicisme, puis la décomposition du catholicisme a entraîné la décomposition des idéologies modernes arc-boutées contre le catholicisme, à savoir principalement le socialisme. Et aujourd'hui que Emmanuel Macron propose un projet progressiste à la suite du projet socialiste, c'est tout à fait logique, puisque ce qui sous-tend les idéologies modernes, c'est justement le progressisme. Le progressisme, c'est quoi? C'est une conception non pas linéaire de l'histoire ni cyclique, c'est une conception ascensionnelle de l'histoire qui doit mener à un apogée qui sont en fait les temps messianiques. Et après la Renaissance, on a eu progressivement la naissance d'idéologies modernes, surtout au XVIIIe siècle, avec les Lumières, qui était sous-tendu par cette idée progressiste. Donc en fait, le pseudo-progressisme que propose Macron, enfin surtout les idéologues peut-être autour de Macron, c'est l'essence de toutes ces idéologies modernes qui ont disparu. Donc en fait aujourd'hui, nous avons, comme vous l'avez dit, le mondialisme contre le souverainisme, mais le souverainisme et le patriotisme n'est pas suffisant pour combattre cette idéologie mondialiste qui est en fait messianique. C'est une idéologie. Il faut insister sur ce caractère messianique. C'est messianique. La gouvernance mondiale est messianique, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Mais si on ne propose pas un contre-modèle, là René Guénon dirait traditionnaliste, bien que je ne sois pas ni guénonien, si on ne se hisse pas au niveau de nos adversaires, l'on perdra toujours. C'est pas en se cantonnant à des positions identitaires, souverainistes, anti-ceci ou anti-cela, qu'on pourra combattre cette idéologie qui s'enracine très profondément dans l'histoire et qui démarre au Moyen-Âge. Alors, pour ne pas conclure, je vais citer quelques commentaires trouvés sur les forums. Il y en a des milliers et des milliers, mais qui m'ont semblé intéressants. Il faut donner la parole aux lecteurs, notamment aux lecteurs de Boulevard-Voltaire, qui fait un bon travail, autant qu'ils le peuvent. Je vous demanderai, Youssef, de ne pas conclure en disant quelques mots à partir ou à propos de ces commentaires. Alors, l'un de ceux-là dit « Macron n'a pas été élu ». Il n'a pas été élu, il a été porté au pouvoir par la coalition des puissances financières internationales, des grands médias qui leur appartiennent, des syndicats compradores et d'un système politique à bout de souffle. Nous aurons vécu avec cette élection un véritable coup d'État politico-médiatico-judiciaire. Un commentaire? Oui, bien sûr.
Et ce commentaire est tout à fait juste parce que Emmanuel Macron n'a pas gagné. Emmanuel Macron qui arrive à l'Élysée, c'est le résultat d'une manœuvre politico-médiatique pilotée par l'oligarchie d'un très haut niveau. Comment ils s'y sont pris? En gros, ils ont sabordé Julien Drey en tête, toute cette équipe, ils ont sabordé le Parti Socialiste. C'était aussi un ancien trotskiste, il faut le rappeler, comme Monsieur Cambadélis. Ils ont sabordé volontairement le Parti Socialiste. Ils ne sont pas du tout anciens. Ils ont sabordé le navire socialiste, qui était déjà moribond et mourant, pour créer la bulle, l'ectoplasme Macron, et transvaser sur le plan électoral l'électorat donc du Parti Socialiste vers Emmanuel Macron. Je rappelle que dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça », on pourrait y voir sur la vidéo, on va vous mettre la page, le programme de M. Hollande, c'était de créer ce grand parti du centre droit. Et donc il annonce la création de M. Macron, un certain temps avant que celui-ci n'apparaisse. Sur Boulevard Voltaire, je crois que c'est Roger Archambault, excellent, je recommande pour ses commentaires sur l'Amérique de Trump ou l'Amérique tout court. Je le cite, « La religion de l'open border, c'est-à-dire la disparition des frontières, a repris la main, arrachant 20 millions de votes de France pour les remettre à M. Macron. Sale coup pour Poutine, pour l'Europe et pour le monde. Avec son maigre 34%, Mme Le Pen se devait de dramatiser dès le soir des résultats et exécuter un grand rock pour protéger son roi, le peuple français. Bref, annoncer sa démission dimanche, à tout le moins sa mise en réserve de la République. Car cette non-élection est une catastrophe pour l'Europe et pour le monde, autant que pour la France. » Deuxième commentaire toujours de M. Archambault, et je m'arrête là. « Avec Macron au pouvoir, c'est Océania. » On renvoie toujours à Orwell, à 1984, dont nous recommandons très très chaudement la lecture, qui assoit maintenant et pour longtemps, très longtemps, son pouvoir sur l'Eurasia. L'Eurasia, c'est nous. Plaçant également l'Eastasia c'est la Russie, la Chine, tout l'espace centra-asiatique, en grave danger de blocus énergétique. Poutine, face à l'embargo massif de l'OTAN, va venir pour ses ingérences électorales. Il ne faut pas oublier, nous n'avons pas parlé du Macron Leaks, mais c'est la Russie qui est pointée du doigt pour ses interférences non seulement dans la campagne américaine, mais dans la campagne française contre Macron. Donc l'embargo massif de l'OTAN contre la Russie à venir, pour ses ingérences électorales, sera-t-il acculé à la guerre à la veille de ces élections présidentielles de 2018? On en parle beaucoup, en attendant la Chine. Et là, nous savons qu'il y a des grandes manœuvres qui sont en cours dans la mer du Japon. Commentaire, dernier, conclusion. Alors, il est particulièrement pessimiste en disant que c'est de manière définitive qu'il crée cette Océania contre la Russie. Ce qu'on appelle vulgairement la thalassocratie. Oui, alors lui, il pense que l'oligarchie, avec l'élection de Macron, s'installe définitivement à la tête de la France. Mais si on étudie les courants de longue durée, comme je l'ai exposé précédemment, ce pouvoir de l'oligarchie sur la France via Macron est extrêmement fragile. Et lorsqu'ils mèneront la France à son point de rupture, je pense que ça leur explosera au visage. Oui, Macron, une carte qui a été abattue. C'est pas de l'optimisme, hein. Je ne fais que poursuivre les courbes. Hein. Macron n'est pas un signifiant maître, ce n'est pas non plus un atout maître, c'est une carte qui a été jetée sur la table. Maintenant, on sait très bien que le poker est basé sur le bluff. Maintenant, ce bluff marchera-t-il, fonctionnera-t-il pendant longtemps? Il y a une dimension qui va mener l'oligarchie vers le mur, c'est le concept grec d'hybris ou d'hubris, tout dépend comment le... C'est cette volonté de puissance actualisée qui est démesurée et qui fait perdre... Vous nous parlez de Chuspa, là. Oui, de Chuspa, et qui fait perdre en fait aux tenants de l'oligarchie la vision réelle et réaliste des choses. Et c'est ce qui, je pense, je l'espère aussi, les mènera vers le mur. Parce que ce qui stoppe l'hybris ou l'hubris, c'est l'obstacle extérieur. Il ne s'arrête jamais de lui-même. En grec, hubris. Voilà. Le upsilon se transformant en Y. Youssef, merci à vous, merci à toutes et à tous, merci aux frères Buffet, et on se donne rendez-vous très bientôt, si Dieu le veut.